Bienvenue dans la saison 2 du podcast La Mentale, le podcast créé par Léopold Sapé, préparateur mental. Et ça commence maintenant. De petit peu, on a la mentale. Bonjour messieurs. Salut Léo. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Mentale. On va parler un peu du coup de l'aspect mental lorsqu'on prépare des tournois de foot, notamment là aujourd'hui. On est dans un hôtel, on a fait la première journée justement du tournoi international de Neuville, 35e édition. Et il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes là-dessus. On va y revenir. Aussi entre-temps, félicitations Flo, victoire de la compétition UXL. Avec la section sportive, donc on va pouvoir en parler un peu. Et aussi avec nous deux invités. On va commencer par les présentations. Paul, je te laisse du coup t'introduire, te présenter très rapidement. Tu dis ce que tu as envie de dire. Paul Pinceau, entraîneur à Cluse-Sionzier sur les U14, les U9, les U13 depuis maintenant 2 ans. Voilà. Ouais. Qui est du coup aujourd'hui avec Flo en tant qu'adjoint justement sur le tournoi de Neuville, qui est là vraiment pour l'aider au maximum et lui apporter toutes ses compétences là-dedans. Ok. Pareil, Flo, pour te présenter. Bien sûr. Du coup, Florian Serve, c'est ma 4e saison à Cluse-Sionzier. Ça fait 2 ans que j'ai la responsabilité des 15 R1. Et là, cette année, on est sur une saison particulière avec, comme tu l'as dit, là, il y a 2 jours, un titre de champion de France UXL avec la Bontaz Academy. Et là, on participe au tournoi international U15 de Neuville. Première qualification de l'histoire du club avec cette génération de 2009 qui réalise de très belles choses. Ouais, clairement, on va y revenir un peu sur ce débrief de la première journée, étape par étape, en douceur, tranquillement. Déjà aussi pour ceux qui sont intéressés un peu par le monde du football et l'entraînement particulièrement. Paul, titulaire du coup du BMF, félicitations à toi. Et Flo, du coup, titulaire aussi du BEF, donc ça permet aussi de montrer que c'est des personnes diplômées, compétentes, et on va y revenir là-dessus. Ok ? Déjà, messieurs, avant de commencer, petite question. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'entraînement ? Qu'est-ce qui vous plaît au quotidien avec justement Paul plus sur les U14 ? Qu'est-ce qui te plaît au quotidien ? Si tu veux commencer un peu par tes motivations à entraîner les équipes de Cluse-Sionzier. Moi, ce qui me plaît, c'est partager déjà, partager la passion, puis partager, donner des outils, faire progresser, Ouais. apprendre des choses, mais surtout partager des bons moments, partager des connaissances, partager mon savoir et le savoir de tout le staff, parce qu'on travaille surtout en équipe, et de voir l'évolution, notamment avec aujourd'hui des joueurs que j'ai pu coacher cette saison, tout au long de la saison dernière, et de voir toute l'évolution, tout le parcours de tous ces joueurs. Et c'est la plus grande motivation, je pense. Le partage, alors. C'est quoi un surtout. peu l'image du partage pour cette saison 2023-2024 ? Celle que tu retiens, toi, personnellement ? L'image du partage, si j'en ai une qui me vient, c'est peut-être les moments, juste les moments hors foot, avec les joueurs, ou avec les coachs. Les réunions entre coachs, les petits temps dans les minibus, les temps off entre des matchs sur des tournois, par exemple aujourd'hui, ce qu'on a pu vivre, sur d'autres tournois entre les matchs, etc. En fin d'entraînement, début d'entraînement. Ces petites images-là, je trouve. Ouais, c'est ça le plus important, c'est ça qui t'apporte justement ce plaisir, cette motivation au quotidien, donner le maximum pour les jeunes et pour les faire évoluer là-dessus. Ok, nice, parfait. Et toi, Flo, qu'est-ce qui te pousse justement, qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui à entraîner ? Pareil, pour ceux qui sont fidèles aussi au podcast, vous savez qu'on avait enregistré un podcast avec Flo il y a quelques années, donc ça fait aussi plaisir de pouvoir le retrouver dans cette saison 2. Moi, ce qui me motive, ça va rejoindre ce qu'a dit Paul, le partage et transmettre, mais je serais plus sur l'humain, sur les valeurs. On est sur des catégories de préfaux, sur des jeunes ados. Là, sur la catégorie 15, on est sur une transition entre le collège, le lycée. Tout à fait. Donc, c'est vraiment transmettre des valeurs, créer et développer des footballeurs, mais avant tout faire que ces jeunes deviennent des bonnes personnes.
Et moi, j'insiste beaucoup sur les valeurs, sur l'aspect de solidarité, dépassement de soi, partage, tolérance, être capable de partager des moments, de rigoler de tout, de rigoler de soi, d'être exigeant. Voilà, un panel de valeurs qui, je pense, cette année transpire sur l'équipe. Ça, c'est très intéressant. On va y venir un peu sur les représentations mentales un peu de vos groupes, les qualités, les points vraiment qui sont importants. On y revient, comme tu disais, à cet âge-là, ils sont en pleine formation. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau scolaire, au niveau social, etc., etc. Et comme tu dis, toi, ta valeur qui t'anime le plus, c'est d'en faire justement des bonnes personnes, un peu les éduquer là-dessus. Et c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi d'un point de vue vraiment mental. Ouais. Après, l'aspect foot, on va dire qu'il est pas secondaire parce qu'on est sur des joueurs qui cherchent un cursus élitiste. Mais de mon point de vue, s'ils n'ont pas ces valeurs humaines-là, même si c'est des top players, ils franchiront pas les différents caps pour atteindre le très haut niveau. Ouais, pour toi, vraiment, l'un des éléments vraiment indispensables pour atteindre ce niveau, c'est vraiment cette base solide qui est d'être stable mentalement, d'être structuré mentalement, d'être bien éduqué là-dessus, qui est vraiment un pilier fondamental là-dessus. Ouais, c'est ça. Toi, Paul, un peu sur ton public, c'est quoi les qualités mentales que tu essayes de mettre l'accent dessus un peu, ou en tout cas que tu estimes importantes à leur âge? Ça va être, ça revient un peu sur les mêmes valeurs que Flo. Voilà, c'est des jeunes qui doivent se construire en tant qu'hommes, et notamment on est très à cheval sur la notion de respect, respect des autres, respect de soi-même aussi. Respecter un club, une institution, respecter ses coéquipiers, ses coachs, soi-même sur aussi l'effort, être capable de travailler pour soi, pour une équipe, pour encore une fois un club, etc. Euh, des valeurs qui servent dans le foot, qui vont servir forcément à gravir des échelons, peut-être dans le foot, à aller chercher du haut niveau de pratique, mais aussi en voyant plus loin dans le monde du travail, même avant sur les études. C'est que en U15, on arrive déjà au brevet, il y a le lycée qui arrive très vite, le bac, les études, c'est très important. Et ces valeurs-là leur permettent aussi d'être préparés à ça. Ça, c'est très important, vraiment, comme tu le dis, beaucoup d'étapes charnières, beaucoup d'étapes importantes. Et comme là, très récemment, du coup, avec cette compétition UXL. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, compétition UXL, c'est championnat de France des sections de lycées privés. Privé, collège, ouais. Donc, c'est ça qui est intéressant. Donc, ça fait une compétition en interne où on passe les différents échelons. Et du coup, Flo, toi, cette année, tu as eu la chance de participer du coup aux phases finales des collèges privés, justement, et d'aller jusqu'au bout, Ouais. si j'ai envie de dire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment ça s'est passé, justement, cette aventure UXL avec la section du coup de la Bontaz? Ouais, alors nous on a une structure particulière. On a le club et à côté on a une académie en plus, en parallèle. Et du coup là j'ai vécu de mercredi à vendredi, donc 15, 16, 17 mai, les finales nationales UXL qui étaient à Chinon, à côté de Tours. On a joué sur le complexe sportif de l'AOCC à Voine-Chinon, c'est un club de N2. Ok. Des infrastructures incroyables en plus. Donc nous, sur l'académie, on a des joueurs de différents clubs. Donc on est voilà, sur une section sportive, on est sur un peu de l'élite. Et avec cette structure de différents clubs, on doit déjà créer nous, en plus, une cohésion en interne. Et on s'appuie sur les valeurs de notre vallée. On est sur une vallée assez industrielle, cosmopolite. Donc on essaye de faire transpirer ça au sein de notre académie, qui est aussi affiliée au FC Annecy, qui est la maison mère. Donc on a vraiment une identité Haute-Savoie. Et sur cette finale-là, on représentait, au-delà de notre académie, on représentait aussi la Haute-Savoie. Et du coup, on est parti 3 jours. Donc Chinon-Cluse, c'est 6 heures de route. Aller, 6 heures retour. Et c'était une vraie belle aventure à la fois sportive pour les joueurs. Parce que on sort des poules où on finit premier, on joue une demi-finale
sur un contexte particulier, un terrain, pas le meilleur terrain pour jouer au football, une équipe qui sort des poules un peu par hasard, donc qui se retrouve en bloc bas, donc qui nous pose des problèmes différents. On réussit à passer sur coup de pied arrêté. On joue la finale contre les Herbiers, qu'on avait déjà battu en poule, qui change de projet de jeu. Et les joueurs ont été capables de s'adapter, d'aller chercher cette victoire qui, pour moi, est méritée au vu de nos rencontres. Et les joueurs ont vécu une vraie aventure sportive, mais aussi humaine. Et le cadre UXL fait qu'on est sur un cadre, j'ai envie de dire, plus sain que le cadre qu'on vit en club fédéral, où c'est des valeurs un peu scolaires, et puis vu que c'est du privé, il y a un lien aussi un peu religieux, même si moi je suis pas du tout croyant. Mais du coup, on était sur une atmosphère saine, beaucoup d'échanges entre les coachs, avant, pendant les matchs, sur les temps off du soir, vu qu'on était tous logés au même endroit. L'organisation était vraiment top. On était tous dans un UCPA, quasi toutes les équipes, donc tous les coachs, le soir on était ensemble, les joueurs se croisaient. Et voilà, on ramène ce titre à la maison, on va dire. Et je pense que les joueurs à l'heure actuelle ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont vécu et de ce qu'ils ont accompli, parce que ça reste un titre de champion de France. Alors oui, c'est pas l'UNSS qui est la compétition phare, mais par contre, c'est ce que j'ai expliqué aux joueurs. Quand on joue les Herbiers, c'est le club des Herbiers Vendée Foot. Donc, c'est des structures vraiment carrées où voilà, c'est des clubs de niveau nationaux, R1, etc. Donc, ouais, une vraie aventure à la fois sportive, mais moi, j'avais mis l'accent sur l'aventure humaine. On avait sorti 3 valeurs fortes pour la compétition: le plaisir, le dépassement de soi et le fair play. Ok. Ouais, ça c'est très intéressant. Comme tu le dis, ces expériences-là, on les vit toujours à fond, au maximum. On est en immersion là-dedans, éloigné un peu du contexte scolaire habituel. On sort de la routine, on vit une expérience très très forte là-dessus. Ouais. Ah, nice. Toi, Paul, aussi pareil par rapport à ça. Est-ce que avec tes équipes, du coup avec ton équipe U14, tu as retrouvé des compétitions similaires où justement tu avais des valeurs que tu allais chercher justement à développer un peu plus avec ton équipe, ou ça s'est passé aussi naturellement tout au long de la saison par rapport à ces projets d'émotion, de vie commune bien plus intense qu'habituel? Bon, on n'a pas eu une compétition comme ça, même s'il y a certains joueurs qui ont été concernés justement par. Ok, ouais, c'est là qu'il y a eu le travail en Ouais, il y avait collaboration. des U15 et des U14 qui étaient concernés à cette finale. Mais sinon, sur les valeurs, on est allé petit à petit sur les matchs de compétition, où on a demandé des valeurs. On revient sur le dépassement de soi, où là c'est plus des valeurs sur le terrain. Le partage, l'esprit collectif du partage, l'esprit du dépassement de soi, de mettre de l'intensité, de l'agressivité positive, où là on est venu petit à petit sur les matchs, au fur et à mesure de la saison, pour développer ça chez le joueur, ne pas amener tout d'un coup, amener petit à petit les choses pour que le joueur se construise Étape par étape. étape par étape, exactement, et qu'il soit prêt, qu'il puisse réussir à emmagasiner ce qu'on lui a donné, qu'il le comprenne, qu'il le mette en activité, en pratique, et derrière, on peut arriver à mettre autre chose derrière, et au fur et à mesure pour avoir un joueur qui devient de plus en plus complet sur ce genre de choses. Ce qui est cool, c'est là, vous avez vraiment 2 coachs qui font partie d'un club où il y a ce partage de valeurs, partage vraiment de cette identité, qui fait que c'est vraiment un travail complémentaire et qui fait que les générations peuvent se confondre, peuvent se mélanger pour aller chercher des finales au niveau national là-dessus. Ça, c'est vraiment top. Parfait. Donc, après cette finale, du coup, remportée, comme Flo l'a dit, où il a ramené la coupe à la maison, là, aujourd'hui, du coup, on se retrouve aussi au tournoi, à la 35e édition du tournoi international de Neuville. Ouais. Pareil. Flo, tu peux nous parler un peu de ce tournoi, nous faire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'en ont jamais entendu parler, qu'est-ce que c'est ce tournoi international de Neuville-sur-Saône? Ouais, c'est un gros tournoi U15
sur le pays. Clairement. Je sais clairement. pas. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est le plus gros, mais il doit faire partie du top 5 des tournois U15. Pour notre structure à nous, il est en 2 temps. On a vécu un tournoi qualificatif au mois de mars. Donc 24 équipes, 2 qui sortent pour se qualifier pour le final qui est sur le week-end de Pentecôte. On fait un parcours sans faute au qualificatif, que des victoires, 0 but encaissé. Et au-delà du contenu et des résultats, ce qui a été valorisé par nos adversaires et le club organisateur de Neuville, c'est les valeurs transmises et renvoyées par l'équipe. C'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup, nous, au club. On a une vraie continuité, je dirais une vraie identité sur la façon de jouer, sur les valeurs des joueurs. J'en ai parlé un peu plus tôt. On est la Haute-Savoie sans être la Haute-Savoie. Ouais. C'est un peu le discours qu'on m'a dit quand je suis arrivé. On est en Haute-Savoie, sur une région riche, mais nous, on est dans une vallée populaire, qui est plutôt une vallée dortoir pour les frontaliers, donc où tout type de culture, de religion, de type de classe socio-professionnelle se côtoient. Une mixité alors. Il y a une vraie mixité, mais on reste avant tout une vallée industrielle, donc on est sur des valeurs, et ça se voit sur le logo, sur les couleurs. Ça parle à Paul, qui est supporter lensois. Oh, Les couleurs sang et or. ouais, clairement. Et ça, c'est ce qui transpire sur nos équipes. On est des équipes plutôt joueuses, mais qui sont... Comment le formuler de façon... C'est quoi les bons mots là? euh, Une équipe joueuse, mais. difficile à jouer. Voilà. Ok. Parce qu'on est agressif, on a un projet de jeu défensif qui est assez particulier, mais qui pose des problèmes, où voilà, on met beaucoup de pression, on aime jouer la transition, mais on est capable de jouer la possession. On est un peu hybride, voilà. Si on prend les termes du moment, on est une équipe qui est plutôt hybride, Qui s'adapte. qui s'adapte. Qui s'adapte très bien. Et du coup, qualification en mars, et là, accès sur 3 jours à ce tournoi international. Débloquer la clé pour accéder au tournoi en battant quelle équipe un peu sur ce tournoi, ce pré-tournoi qualificatif? On a battu des équipes en barrage en poule plutôt de district du Rhône. De tête, on avait Ménival, qui nous a posé pas mal de problèmes, je m'en rappelle bien. Je me rappelle plutôt des matchs couperés. Ouais, On a sorti une équipe du Sud, la Valette, ok. qui était très intéressant. C'était du niveau district chez eux, mais j'ai trouvé que ça valait du niveau Ligue 2 chez nous. Et pour le dernier match, on bat un Sud qui, au moment de notre match, était premier de notre poule de R1B. C'était un adversaire qu'on avait déjà rencontré. On avait perdu contre eux en championnat. Et on les bat 2-0 en faisant preuve plutôt de maîtrise à la fois technico-tactique, mais aussi maîtrise dans la gestion des émotions sur ce match à enjeu, coup près. Sur quel aspect un peu justement la gestion des émotions sur ce match-là? Plutôt sur la maîtrise de soi. Ok. Ensuite, c'est une très belle équipe qui met beaucoup d'intensité, beaucoup d'agressivité. Et les joueurs sont restés calmes, Dans leur match. très calmes. Franchement, ils étaient très très calmes. Parfois, un peu de vice sur des temps où ça allait très vite, capacité à aller chercher le ballon en marchant. Un peu de vice, mais du bon vice. Ouais, de la maîtrise De la justement maîtrise de gestion du du match, match. exactement. Donc là-dessus, c'était une vraie évolution. Et du coup, une victoire sur ce match qui nous donne le ticket pour ces 3 jours sur l'international. Tout à fait. Du coup, pareil, Paul, sur ce tournoi, des grosses équipes. Si on devait en citer quelques-unes, on peut penser à quoi? Benfica qui est présent aujourd'hui, qui était présent. On a aussi du coup une équipe anglaise qui a eu du mal un peu à venir, mais qui est là. Everton, bien sûr. Après les clubs phares français, Lyon, Marseille, Montpellier. J'en oublie d'autres. Paul, lequel toi justement, c'est quoi ton ressenti de cette première journée passée dans cet environnement professionnel pour la plupart des clubs? Ah bah ça dépayse un peu. C'est C'est ça. un peu C'est dépaysant. le bon terme, ça, des pays. On passe de voir souvent des
des matchs district, on alterne entre le district et la ligue. Et là, on se retrouve au milieu de clubs pro, de Ligue 1, Ligue 2, étrangers, comme le Benfica et Everton. C'est impressionnant au départ. Le mot est peut-être un peu gros, non, même pas. C'est quoi qui t'a le plus impressionné au début de justement voir ces équipes-là? Ce qui est impressionnant, c'est que c'est des équipes que tu vois qu'à la télé. C'est des choses que tu entends parler à la radio, tu les regardes des vidéos sur YouTube, que tu t'intéresses à leurs résultats peut-être sur Internet, mais tu le vois pas de tes propres yeux. Même si c'est que les U15, c'est déjà énorme. C'est une chance incroyable d'être là. Donc au départ, c'est impressionnant. Après, forcément, on est obligé de laisser de redescendre un peu parce que sinon, si on regarde juste tout le long, on fait pas grand-chose. On ne fait plus de foot et on n'est pas venu là pour ça. Mais au départ, ouais, impressionné. Parce qu'il faut en profiter. Ça arrive pas à tout le monde, ça arrive pas tous les jours. De côtoyer, de voir, surtout de voir ce qui peut être proposé à ce niveau-là. Et ça nous permet d'apprendre, nous les coachs, aussi les joueurs, de voir aussi autre chose, voir ce que c'est le très haut niveau à cet âge-là. C'est ça en fait ce qu'il faut dire, c'est un peu la crème de la crème là-dessus, sur ces générations-là. On l'a dit, des clubs de Ligue 1 énormément, des clubs aussi de Ligue 2, des clubs étrangers. Donc il y a vraiment des choses à observer, des choses à remarquer. Et c'est ça qui est vraiment intéressant sur ce tournoi-là. On peut vraiment se jauger, vraiment observer, voir comment ça se passe. Et il y a une vraie densité de très haut niveau là-dessus. Encore avec le dernier match de ce soir, qui était plutôt intéressant, avec encore Everton contre Villefranche. Mais Villefranche ont posé une bonne rivalité à cette équipe d'Everton. Ça s'est terminé sur le score de 1-1 là-dessus. Mais en tout cas, c'est des tournois où on peut avoir la chance, pour les jeunes justement, d'y participer en tant que joueur, et pour vous du coup d'y participer en tant qu'entraîneur là-dessus, et félicitations encore pour ça. Merci. Si on revient là-dessus un peu sur, ok, vous avez mis les pieds là-dedans, vous avez eu le ticket d'entrée, comment s'est passée justement cette journée, cette première journée de compétition au tournoi international de Neuville? Tu veux qu'on parle de notre orga, De qu'est-ce qu'on a mis en place? Ouais, un peu, par exemple, ce premier match, si on parle déjà un peu du premier match là-dessus, contre pas n'importe quel club français, contre l'Olympique de Marseille. Comment ça s'est passé un peu cette entrée en compétition, aussi bien sur l'avant-match, aussi un peu pendant le match, mais en tout cas, ce premier match, ce premier pas dans cette compétition. Je vais parler de l'avant-match et je laisserai Paul parler du match. Sur l'avant-match, on est sur une gestion particulière parce qu'on en a parlé. Sur le groupe là de 16 joueurs, j'en avais 6 ou 7. On en a 7 qui étaient au final UXL, donc qui sont partis mercredi 15, qui sont rentrés vendredi 17 à 21h30, pour certains à 22h arrivés chez eux. Et on les avait reconvoqués le samedi à 8h30 pour refaire 2 heures de bus pour aller jusqu'à Neuville. Donc on est sur des joueurs qui en moins de 12 heures ont fait 8 heures de bus, grosso modo. Donc moi j'avais cette gestion-là à faire sur ces joueurs-là. Donc quasi tous ces joueurs-là ont été remplaçants sur ce premier match. Et en fait il fallait aborder ce match en essayant de trouver les bons leviers. Est-ce qu'on vient pour jouer que la compète ? Et du coup, on part du principe qu'ils sont plus forts que nous, on se met bas, et vu qu'on a des flèches offensivement, on joue la transition. Ou alors, est-ce qu'on reste dans nos valeurs et dans notre projet de jeu, à plutôt être joueur, à chercher à ressortir les ballons, en sachant qu'on va avoir de la pression, on risque de se faire coincer, de prendre des buts. Fallait choisir, on a fait choisir les joueurs sur l'aspect technique, tactique. Et après, sur l'aspect mental, il fallait trouver le bon équilibre entre profiter du moment présent, d'accord, se rendre compte de la chance qu'on a, mais ne pas être spectateur. Et Paul va nous parler du match. Et je pense que sur ce premier match, on est un peu trop passé d'un côté que de l'autre. Vas-y, Paul.
Je pense que les joueurs comme nous, on s'attendait pas forcément à autant de niveau, à une aussi grosse opposition. C'était voilà, on était encore à moitié spectateur, un peu encore par rapport à ce que je disais tout à l'heure, encore impressionné. Ah, c'est Marseille, on est au tournoi de Neuville, on vient d'arriver, c'est extraordinaire, on croise des équipes, des logos dans tous les sens, c'est énorme. Et on rentre sur le terrain, premier match, on croit en nous, je pense, au début du match, on croit en nos capacités de faire un bon match. Mais on ne met pas tous les ingrédients qu'il faut. Il nous manque de l'intensité, il nous manque de l'agressivité, il nous manque de la justesse technique, tactique. Et on se fait cueillir. Clairement, on se fait cueillir sur des erreurs. Chaque erreur coûte très cher à ce niveau-là. Chaque erreur coûte très cher. Mais on va retenir le positif. C'est que, comme a dit Flo, on a essayé d'être nous-mêmes. On a été nous-mêmes, clairement, on a essayé de jouer, on a été une équipe joueuse. Mais on a vu ce que c'était. On a vu ce que c'était ce niveau-là. Pour ensuite pouvoir s'adapter. C'est fini le round d'observation. On a vu ce que c'était. On a été spectateur une fois. Ça se finit sur 4-0. C'est un score lourd, mais qui est logique pour la physionomie du match. Parce qu'il y a les actions qui sont là pour marquer pour Marseille. Donc c'est logique qu'il marque à ce moment-là. Mais début de l'apprentissage pour les joueurs, pour nous aussi, encore une fois. On voit ce que c'est et derrière ça nous permet aussi de progresser tout de suite. Ouais, de mettre déjà un premier pied dans la compétition. Ouais, c'est ça. Et puis comme Flo disait aussi, cette période de transition, on vient de finir pour la moitié quasiment de l'effectif, on vient de finir justement cette finale UCL. On doit basculer très vite mentalement sur une autre compétition, pas forcément évident. Ensuite, pour l'ensemble du groupe, on arrive sur un tournoi, on commence directement. Ok, il faut se mettre au diapason très rapidement, il faut prendre la température. Et comme on dit, il faut mieux perdre une fois 4-0 que 4 fois 1-0 par rapport à ça, surtout sur ce format de compétition où les matchs s'enchaînent, 2 poules de 5, et à chaque fois, les 2 premiers qui vont sortir pour 2 poules de 4 4 poules de 5. Oh, 4 poules de 5, autant pour moi. 4 poules de 5, et après, c'est les 2 premiers qui sortiront pour les phases finales par rapport à ça. Donc, ouais, une entrée particulière. Moi, personnellement, du coup, j'ai vécu le match de l'extérieur. Je suis arrivé juste avant le début du match. Et c'est vrai que directement, on a vu une équipe de Marseille qui mettait énormément d'intensité. Et justement, les joueurs de Cluse qui ont un peu plus mis de temps à s'adapter à ça. Ce qui est, somme toute, normal. Et justement, d'un point de vue mental, à votre avis, dans quel état étaient un peu les joueurs à l'approche de ce match-là? On a parlé un peu de vos perceptions à vous, mais la perception un peu des joueurs là-dessus. Certains l'ont verbalisé sur ton intervention qu'on a fait dans l'après-midi. Beaucoup de stress. Moi, ce qui m'a marqué dans le retour des joueurs, c'était beaucoup de peur de décevoir. Ouais. Décevoir les coéquipiers, décevoir les coachs, décevoir la famille. Moi, ça m'a marqué parce que j'ai pas eu l'impression que dans mon approche de ce tournoi, j'avais mis une pression aux joueurs sur le résultat. On a toujours une pression sur le contenu parce qu'on est exigeant sur la qualité du jeu qu'on produit. On ne se prend pas pour City à être tout le temps sur de la possession. Nous, comme je l'ai dit, on est plutôt hybride. On demande aux joueurs d'être plus dans l'adaptation et la capacité à identifier les espaces. Quel espace libre en fonction de quel système, etc. Avec un système de jeu qui est identifié, mais nous, être capable de nous adapter et de se déformer, se transformer par rapport à l'adversaire. Et quand les joueurs verbalisent ça, je me questionne un peu sur est-ce qu'on leur a mis la pression, peut-être indirectement ou pas. Donc il y a une remise en question aussi de... Après, peut-être cette sur moi pression là-dessus. aussi, ils se la mettent aussi peut-être tout seuls, aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. On arrive sur une compétition
comme ça, comme on l'a dit, avec des gros noms. En plus de ça, pareil, si on prend l'aspect un peu général, leurs familles aussi font l'effort de venir potentiellement aussi les voir. Il y a aussi d'autres contextes qui fait que peut-être que ce climat-là leur a apporté une forme de pression avec une exigence peut-être plus importante. Et je te rejoins, c'est vrai que vous ne le savez pas forcément, mais après ce match-là, du coup, on a eu un temps en salle, à l'hôtel, pour pouvoir justement débriefer. Et c'est surtout pour ça que Flo m'a fait venir, c'était pour travailler sur l'aspect mental de cette compétition, cette approche mentale particulière, en évoquant différentes choses, comme la notion de gestion du stress, par exemple. J'ai fait une intervention justement après le match de Marseille, où Flo m'avait fait venir exprès pour ça, justement, pour pouvoir travailler sur cette dimension un peu mentale à l'approche d'une compétition particulière de haut niveau. Donc on a évoqué différentes thématiques comme la gestion du stress, et la notion de décevoir, comme tu l'as très bien dit, était quand même présente chez une majorité des joueurs. Et c'est vrai que ce climat-là peut venir surtout, à mon sens, du contexte, aussi bien environnemental, familial, etc., qui peut indirectement leur dire, ok, ouais, c'est peut-être une situation inhabituelle, il faut que je sois peut-être meilleur que d'habitude, et il y a des efforts qui sont faits peut-être par ma famille, par d'autres choses, qui fait qu'il y a peut-être plus d'enjeux que d'habitude. Et à mon sens, c'est surtout lié à ça. Et quand on a fait l'intervention, je leur ai posé la question, je leur ai dit, bah, moi j'aimerais bien savoir comment vous vous sentez après ce match de Marseille, comment vous êtes senti sur ce match de Marseille. Et on m'a justement dit qu'il y avait un peu cette mauvaise énergie. Ils arrivaient à la ressentir avec des pensées négatives, des sensations physiques aussi un peu négatives. Donc on a décortiqué l'intervention avec des techniques dans un premier temps de gestion du stress, leur expliquer ce que c'est le stress. Donc le stress, c'est quelque chose de simple, c'est un déséquilibre entre les perceptions d'une situation qu'on va avoir, entre nos ressources et les demandes de la situation. Et si on observe un écart, le stress va se produire, tout simplement. Aussi bien du stress physique, qu'on appelle stress somatique, exactement, avec, je leur ai donné l'exemple, maux de ventre, tremblements principalement, mais aussi du stress, comme par exemple Flo il en parlait là-dessus, mais également du stress aussi qu'on peut avoir cognitif, qui est vraiment les pensées, peur d'échouer, peur de décevoir, etc., etc. Donc, c'est des choses qui sont normales à leur âge. C'est ce que je leur ai dit. C'est normal de les avoir. Par contre, là où vous devez être bon, c'est d'être capable de les gérer. Donc, travail de technique de respiration très simple, présenté rapidement. Technique aussi de relaxation avec celle de Jacobson qui est très efficace pour justement le stress somatique. Et après, on est rentré dans ce dialogue interne, dans un peu cette mauvaise énergie, dans ces discours négatifs qu'ils pouvaient avoir. Et c'est vrai, Paul, il y en avait quand même pas mal par rapport à ça. Qu'est-ce que tu retiens un peu justement des retours qu'ils ont fait sur ces pensées négatives, sur ces pensées d'ours blanc, comme on les appelait? Elles étaient très liées. Elles étaient toutes très liées. Ils avaient tous, finalement, on voit que c'est une équipe et que c'est un groupe qui s'est fait ensemble parce que ils étaient tous un peu dans le même mood, quoi. Clairement. Avec cette même peur, cette même la crainte, le stress d'arriver sur cet événement, de voir ces noms là. Encore une fois, je reviens sur le fait d'être impressionné. Et c'est ça qui Une sacrée poule. qui fait que C'est vrai, c'est les noms Ça, dans la poule, on la ne les poule. a même pas dit un peu. les noms sont Marseille. Marseille, Everton, Sochaux et Villefranche. Une poule plutôt Écluse. relevée là-dessus. Écluse aussi, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est une poule plutôt relevée. Et comme tu le dis, en fait, pareil, c'est vrai que je ne leur en ai pas parlé, mais aussi il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que au sein d'un effectif, on a une observation qui a été faite, c'est que les émotions, c'est quelque chose qui se propage, c'est quelque chose de contagieux. Et indirectement, là j'ai beaucoup travaillé un peu sur l'aspect individuel, en partant du principe que si individuellement on arrivait à déclencher quelque chose de positif chez eux, collectivement ça allait se ressentir. Mais c'est vrai que avec un effectif, les émotions, c'est quelque chose d'hyper contagieux. Si on sent qu'on a un coéquipier qui commence justement à avoir des émotions un peu négatives, de peur, de crainte, d'appréhension, etc., ben, indirectement ou directement, je vais le ressentir. Et ça va m'impacter également moi.
et mon voisin, etc., etc. Et ça, il faut en prendre conscience. Et il faut se dire que les émotions, si les émotions négatives peuvent se propager, on peut faire pareil avec les émotions positives. Et en mon sens, c'est ce pourquoi j'ai essayé justement d'intervenir au maximum, alors en faisant prendre conscience que les pensées négatives, on pouvait arriver à les contrebalancer, on pouvait arriver à les transformer. Plutôt que se dire, ça, je ne dois pas le faire, se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour... À la fin de l'intervention, leur donnant un peu des consignes, mais dans le sens plus, pour toi, c'est quoi ton objectif sur le match de ce soir? Sachant qu'ils ont joué après Marseille, ils avaient le match de Sochaux qui avait lieu du coup en fin de rideau, justement contre Sochaux à 21h. Donc en leur disant, l'attaquant, en quoi tu t'engages? Le gardien, en quoi tu t'engages? Qu'est-ce que tu veux mettre en place là-dessus pour aider l'équipe? Et toujours en ayant un dialogue positif envers toi-même et envers un peu ton collectif. Qu'est-ce que vous retenez tous les deux un peu de cette intervention que j'ai pu faire sur l'aspect mental? Des choses que soit vous connaissez déjà mais qui étaient importantes peut-être de rappeler à ce moment-là, ou des choses peut-être que vous ne connaissiez pas et que vous avez trouvé assez pertinentes là-dessus. T'as découvert plein de choses, toi. Paul ou Flo, celui qui veut commencer en premier. Allez, moi j'ai découvert plus de choses. J'ai redécouvert certaines choses que j'avais oubliées, que j'avais pu voir notamment quand j'avais passé mon BPGEPS, sur tout ce qui était respiration, etc. Je l'avais beaucoup fait. J'en avais beaucoup fait aussi, j'en avais un peu parlé, j'avais essayé d'un peu de le mettre en place dans mes anciens clubs. Mais c'est un truc que je faisais plus du tout, même à titre personnel, je le faisais plus. Donc ça m'a permis de redécouvrir ça. Et aussi sur le discours interne, que j'ai trouvé la partie très intéressante. L'exercice de l'ours blanc, j'ai adoré. J'ai adoré. Je connaissais pas du tout. Je connaissais à peu près, je connaissais l'idée, mais comment mettre en place quelque chose personnellement pour s'aider, j'avais pas forcément de moyens ou quoi que ce soit, et ça m'a permis d'avoir une idée un peu plus précise de la chose. Et quand peut-être que je vais pouvoir aider quelqu'un maintenant, peut-être que moi aussi ça va m'aider, clairement, moi le premier, ça va m'aider maintenant. C'était très intéressant et on a vu que ça a peut-être déclenché quelque chose chez les joueurs assez vite, assez rapidement. On y reviendra justement là-dessus. Et toi, Flo, qu'est-ce que tu as redécouvert, que tu as pris plaisir à entendre sur cette justement petite intervention? C'est des choses qu'on va dire que je connaissais, qu'on avait vu quand tu étais venu intervenir il y a quelques années au club, qu'on avait vu ensemble quand on était à la fac. Moi, je l'ai plus pris sur ce qui était le discours interne, plutôt sur l'impact des mots, mais en fait dans la posture de coach. Comment mes retours et ce que je vais dire aux joueurs vont l'impacter. Et je faisais beaucoup d'efforts là-dessus sur les causeries. Il y a des mots que j'ai bannis, la notion de prise de risque, je ne le dis plus, c'est prise d'initiative. Quelque chose de tout bête qui est ancré au foot et qui a été tout de suite balayé au rugby. Nous, dans les équipes, il n'y a pas des remplaçants, c'est des entrants. Je n'ai pas franchi le cap du finisher, mais la notion est quasiment la même. Et en fait, en t'entendant parler des mots, je me suis rendu compte que sur mes interventions en match, sous pression, dans le feu de l'action, je pouvais avoir ces phrases avec de la négation dedans et que du coup, l'impact que je pouvais avoir sur mes joueurs pouvait, pour certains, parce que ça reste toujours intrapersonnel, mais pouvait être négatif. Et du coup, ça m'a fait réfléchir à les mots à utiliser lors de mes retours pendant les matchs. Sur les causeries, on en avait discuté pendant ton intervention avec Paul, sur les causeries d'avant-match ou sur la causerie d'avant-départ, il y a très peu, voire pas du tout de négation dans ce qu'on essaye de mettre en place. Par contre, sur les matchs, sous pression, la négation arrive assez souvent.
Et moi, il y a un truc qui m'a marqué, c'est pour le poste de gardien de but. Ouais. En fait, c'est un poste qui pour moi est primordial. Et la notion de clean sheet. Mm. Et on parle souvent de ne pas prendre de but. Mm. Ne pas prendre de but. Et en fait, y a cette négation dedans et Tout à fait. on peut transmettre un message opposé à ce qu'on veut. Et du coup, les Anglais, là-dessus, ils ne font pas que des choses bien, mais là-dessus, ils ont été bons. Ouais. En nous donnant ce mot clean Ce sheet, ça terme-là. nous permet de verbaliser de façon précise pour nos joueurs et notamment pour notre gardien cet aspect de garder sa cage inviolée. Voilà. Exactement. C'est sûr que le terme anglais, Et mieux et plus simple. c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment ça. Flo, il dit ça parce que justement, dans le tour de table, le gardien, la femme me dit ok, bah ouais, moi j'aimerais ne pas prendre de but. Et justement, tout au long de l'intervention, on a évoqué que ne pas prendre de but, c'est un langage qui est négatif, qui est du coup des phrases d'ours blanc. Donc en revenant dessus, on s'est mis d'accord en disant ok, bah, plutôt aller chercher le clean sheet par rapport à ça, qui est un terme du coup qui prend plutôt le comportement à mettre en place plus que le comportement à éviter, qui est encaisser un but, tout simplement. Ouais, nice. Et du coup, par rapport à ça, ben, qu'est-ce qui s'est passé un peu sur le deuxième match de votre journée là-dessus? Quelles ont été un peu vos observations et comment s'est déroulé aussi le match qui avait lieu du coup contre Sochaux, qui était à un match nul et une défaite Mm. par rapport à ces deux premiers matchs là-dessus. Paul, comment ça s'est passé sur ce deuxième match de la journée? On va venir déjà sur l'avant, où Ouais. à la fin de ton intervention, on a pu se remettre en route vers le stade, se remettre un peu en mode compète, Tout à fait. avoir un vrai temps d'échauffement, mieux gérer notre temps déjà. Voilà, on a été un peu pressé dans le jus sur le premier, on s'est bien géré sur le deuxième, on a pu manger calmement, se changer tranquillement avec du temps. On a pu rééchanger encore une fois, aller s'échauffer, prendre le temps de faire un bon échauffement complet, ce qui nous avait manqué sur le premier. Et j'ai trouvé ça important pour bien se mettre dans sa bulle, pour Bien sûr. que je pense les joueurs puissent bien repenser à tout ce qu'ils avaient vécu dans l'après-midi, enfin même dans toute la journée, repenser au premier match, repenser à ce qu'ils avaient vécu avec toi à l'intervention, avant de se plonger dans le match. Et d'entrée de jeu sur le match, l'intensité. Clairement. Je vais juste dire ça, je vais laisser Flo parler un peu du match derrière, mais l'intensité avait changé sur peut-être avec la prise de conscience. Fini l'observation, on n'est plus spectateur, on est acteur. Clairement. Et ça, c'était flagrant dès le coup d'envoi Clairement. et jusqu'à la fin. Ça me fait penser à la phrase qu'on s'est dit tous les deux. Ouais. En 5 minutes, il y avait autant de frappes C'est ça. justement contre Sochaux que sur les 30 minutes contre Marseille. Il y a des frappes assez dangereuses, dont une qui a fait mouche. Tu peux nous décrire un peu l'action, Flo? Ouais, un début de match quasi idéal où on met les bons ingrédients. On était plus spectateurs, on était acteurs et on était proactifs. Tout à fait. On a pris les devants, c'est nous qui avons imposé le tempo, c'est nous qui avons pris la possession du ballon. Et sur un contre-pressing, on obtient une touche et voilà, un de nos excentrés qui a quasiment pas tenté de 1 contre 1 sur le premier match, alors que c'est clairement une consigne identifiée sur nos joueurs. Il tente son 1 contre 1, il rentre intérieur, il joue excentré gauche, il rentre et il envoie le ballon enroulé lucarne opposée au bout de 2 minutes. Donc sur des matchs, comme tu l'as dit, de 2x15 où tout va très vite, au bout de 2 minutes, suite à cette intervention, etc., ça amène une dynamique archi positive. Et derrière, le match se poursuit, on est bien en place.
On commence à marquer le pas un peu physiquement à la 10e minute sur la première. Du coup, Sochaux reprend le dessus parce qu'il nous posait des vrais problèmes tactiques. Une belle équipe, hein. Belle équipe, capacité à se déformer, des 6 qui s'intercalaient soit entre central et excentré, soit entre central et latéral pour créer des supériorités numériques côté. Un top joueur au cœur du jeu, Le numéro 10, ouais. numéro 10, qui en un contre 1 nous a fait ce qu'il voulait. Et on a eu cette capacité sur ces 5 minutes avant la mi-temps de faire le dos rond, d'accepter de défendre, de reculer, d'être compact. Et puis derrière, à la mi-temps, on impulse du 109, on encaisse quand même le but hein, en première, Avant la mi-temps. Ouais. avant la mi-temps, Ouais. mais c'est un but logique. Mais du coup, on dit aux enfants de rester calmes et de repartir avec la même intensité. Il y a plus de 12 heures avant le prochain match, donc De se donner à fond. de se donner à fond. Et sur la deuxième mi-temps, je suis peut-être pas impartial, mais le fait qu'on mette le deuxième but plutôt que Sochaux, ça me paraît plutôt logique. Au vu des ingrédients qu'on met, des occasions qu'on se procure. Et moi, ce qui est important, c'est de l'image qu'on a renvoyée. On a vraiment été solidaires, on a vraiment été une équipe. Et c'est des trucs tout bêtes, mais des joueurs qui se prennent la tête entre eux, du côté de Sochaux, etc. Nous, c'est pas arrivé. Même contre Marseille à 4-0, c'est des choses qui sont peu arrivées. Ça arrive de temps en temps. Et je pense que là-dessus, on prend le leadership sur l'adversaire et on marque dans À le toute fin, quasi. à Ouais. toute fin sur un joli appel de l'attaquant, servi en profondeur, un peu de réussite qu'il a provoqué, bien sûr, avec un contre, une frappe, ça revient et il arrive justement à la pousser au fond, mais vraiment dans les ultimes, dans la dernière minute du match, qui permet du coup de donner un scénario assez fou dans ce match. On mène 1-0, il mène 1-0, égalisation avant la mi-temps et 2-1 dans les derniers instants qui permet du coup vraiment de faire du bien, comme tu dis, aussi bien pour ce qu'on renvoie, mais aussi bien aux jeunes, de leur montrer que s'ils sont à ce tournoi, c'est qu'ils ont mérité leur place, c'est quelque chose, ils sont capables de le faire, et peut-être que c'était un plafond de verre qui était présent dans leurs esprits avant le tournoi. Maintenant, ce plafond a potentiellement éclaté en se disant ok, oui, on mérite d'être à ce tournoi, et oui, on sait qu'on peut gagner des matchs si on met les ingrédients qui sont importants. Et là, il y a deux photos. Il y a vraiment la photo contre Marseille où c'est les Marseillais qui passaient devant chaque duel, qui ressortaient avec le ballon sur les duels, qui étaient beaucoup plus en mouvement que justement les joueurs de Clus-Sonzier. Et là, sur ce match-là, non, au contraire, sur les duels, c'était, ça se tirait la bourre. Voir justement, c'était les joueurs sans erreur qui passaient devant, qui arrivaient à récupérer, aller vers l'avant, les mettre en difficulté. Et au final, il n'y avait plus club pro, club amateur. C'était juste un match de foot avec une bonne rivalité. Et c'est ça qui est important dans ce tournoi. On a la chance d'être sur un sport où sur nos âges, l'aspect athlétique fait quand même la différence. Tout à fait, on voit les écarts de taille, de masse musculaire aussi à ces âges-là. On reste assez gringalé, mais comparé au rugby, un club amateur ne pourra jamais accrocher un club professionnel. Et nous, on est dans un sport où ça reste possible. Et c'est ça qui est beau et c'est ça qui nous fait vivre des belles émotions. C'est ce que j'ai dit à la fin du match, parce que ma famille est venue sur le tournoi. 3 jours comme ça, je pense que je suis pas loin de l'arrêt cardiaque. C'est sûr, puis surtout en plus avec ce format de compète 2x15, c'est encore plus rythmé, encore plus rapide et encore plus intense là-dessus. Ok. Pareil, aussi une dernière question, moi que je trouve intéressant, comme on l'a évoqué, j'étais là sur toute l'après-midi, du coup j'ai pu voir aussi un peu le mode de fonctionnement. Il y a des choses que je trouvais super intéressantes dans un peu cette gestion de vie de groupe, notamment un peu par exemple la non-utilisation plutôt des smartphones par rapport à ça. Si tu peux nous en dire un peu plus, Flo, là-dessus, c'est une recette que tu avais déjà mis en place à la finale UXL qui a été plutôt efficace, que là tu remets aussi en place. En quoi ça consiste et quel est son but ?
Alors, j'ai travaillé un peu dans le milieu scolaire. J'ai fait du périscolaire, du coup en école primaire. Et le smartphone, c'est un super outil, mais ça peut aussi devenir un fléau. Et Tout à fait. pour moi, ça devient le fléau de notre société, parce qu'en fait, on se connecte que par nos téléphones. Et j'ai vécu sur un temps de bus de 6 heures en allant à Chinon. Avant le déplacement, on avait discuté avec le prof de PS sur l'utilisation des smartphones. Au départ, on s'était dit, on leur laissera des temps assez longs où ils auront leur téléphone. En fait, on s'est rendu compte que dans le bus, ils étaient tous sur leur téléphone et il y avait peu d'échanges. Moi, je suis de la génération où, quand je jouais au foot, j'ai eu la chance de jouer au niveau Ligue Honneur. Ce qu'on préférait presque dans le week-end, c'était les trajets en bus. Mm. Il se passait pas toujours des trucs très Fou. jolis ou fous ou des choses qu'on peut dire, mais ça mettait de la vie. Et j'ai passé 1 heure de trajet où chacun était sur son téléphone et j'ai trouvé ça d'un triste en fait. Mm. Et du coup, on a pris l'option de récupérer les téléphones des joueurs, les mettre dans le sac à dos du coach, et puis ils n'ont pas accès au téléphone en fait. Tout à fait. Ils ont accès au téléphone le soir après le repas pour faire un petit message à leurs parents parce que pas tous les parents sont présents. Mais sinon, le reste du temps, ils n'ont pas le téléphone. Et du coup, ça les force à vivre le moment présent et à interagir les uns avec les autres. Et pour moi, c'est primordial en fait. Mm. Et du coup, là, ils sont tout le temps ensemble, ils discutent, ils rigolent, ils se chamaillent, mais ça fait partie de la vie du groupe. Mais ça, c'est un constat général sur la société. Je ne suis pas très vieux, hein, je suis en 96, mais je suis d'une époque où les parents, nous, étaient en tribune et nous encourageaient. Et maintenant, on le voit là encore plus sur un tournoi de cette ampleur-là. Les parents, maintenant, ne vivent plus les matchs, mais on le voit même chez les pros. Ils sont... c'est des Jean-Jacques Amsalem. Ils filment, en fait. Et ils vivent les matchs à travers l'écran. Et moi, je trouve ça un peu triste. Mm. Alors, on joue l'OM, je suis un grand supporter de l'OM. J'ai eu la chance de vivre cette année le Classico et la demi-finale au Vélodrome. Dans les virages, si tu sors ton téléphone, il y a le capot qui te tombe dessus, puis les gens qui sont à côté de toi qui te tombent dessus. Dans les virages à l'OM, il n'y a pas de téléphone. Il faut vivre le moment présent. Mm. Et alors oui, c'est bien les photos, les vidéos, ça permet de faire des causeries, de ressortir des choses, mais on les vit à travers un écran et c'est moins riche, je trouve. En tout cas, c'est ma vision là-dessus. Clairement, et puis en plus, tu vois, ça me fait beaucoup penser à... J'avais lu une étude scientifique où il disait que pour la récupération, pour la préparation d'un match, là où, d'un niveau attentionnel, on avait des ressources qui étaient limitées, l'utilisation des smartphones 30 à 45 minutes avant un match, c'était quelque chose qui épuisait, qui consommait des ressources attentionnelles et qui potentiellement derrière entraînait une contre-performance. Parce qu'on sait que justement, d'un point de vue attentionnel, on va avoir prise d'information, traitement de l'information et exécution après du choix qu'on va mettre en place. Si on utilise nos smartphones 30 à 45 minutes avant, on réduit nos chances d'être performants sur ces secteurs de jeu-là. Et je suis d'accord avec toi, c'est très important pour vivre dans le groupe. Et si on devait donner un argument supplémentaire, on pourrait évoquer celui-ci, le fait d'améliorer notre récupération mentale, d'être plus frais mentalement, d'être plus frais cognitivement et de les limiter par rapport à ça. Puis l'aspect cohésion. Bien sûr, le fait de vivre ensemble, de partager ça, de pouvoir échanger et d'être vraiment, comme on l'a dit, dans ce moment présent. Ça, c'est très important. Pareil, toi, Paul, t'as autre chose qui t'a marqué dans la méthode de flow ou même dans cette compétition-là? Ça fait un petit moment que je le vois avec plein de méthodes, mais si je vais revenir sur l'aspect des téléphones ou mettre encore un lien par rapport à ce qu'on disait sur les valeurs aussi. Au final, j'ai vu des joueurs aujourd'hui qui sont allés vers les autres, qui n'ont pas arrêté de discuter avec les joueurs de telle équipe, de telle équipe, de telle équipe. Et encore une fois, ça développe des compétences, être capable d'aller vers les autres, d'aller parler, d'être à l'aise à l'oral, par exemple,
ils ont peut-être un oral de brevet dans pas longtemps. Clairement. Ça va peut-être les aider. Ça va peut-être les aider à peut-être démarcher si on voit un peu plus loin pour avoir un job, etc. Et ça met du lien avec l'aspect de préparation, de cohésion et le fil conducteur que Flo essaye de mettre et a réussi à mettre tout au long de la saison avec ce groupe. Vraiment travailler sur cette vie de groupe qui est très importante, ou pareil, quand on parlait aussi le fait de... pareil, Flo mettait aussi beaucoup d'importance sur le fait de se déplacer ensemble, pas par petits groupes. Pareil, ce qui est intéressant, c'est, moi d'un point de vue extérieur, c'est que il y a beaucoup d'équipes différentes, comme on a pu le dire, professionnelles, amateurs, mélangées, françaises, étrangères. Et c'est vrai qu'on remarque qu'il y a beaucoup de clubs qui sont un peu éparpillés, qui sont peut-être pas tous habillés de la même manière, qui se déplacent différemment. C'est vrai que Flo, toi Paul, vous mettez vraiment l'accent sur le fait de se déplacer ensemble, d'avoir aussi des standards communs, des règles de vie communes, etc., qui font que ces joueurs profitent du moment, vivent le truc à fond ensemble et se retrouvent dans une ligne directrice qui partage avec des valeurs, des normes, des règles qui sont importantes pour eux. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'a marqué, le fait de mettre l'accent sur le fait de se déplacer ensemble, temps de restauration à l'échauffement, échauffement vestiaire, etc., qui est à mon sens très important. Okay. Pareil, pour clôturer, pour terminer le podcast, moi j'aime bien terminer avec une question. Flo, il la connaît bien sûr. Paul, il ne la connaît pas. Paul, je te l'explique à toi. Pareil, ça fera aussi pour les auditeurs. Comme mon podcast s'appelle La Mentale, j'aime bien en fait poser la question à mes invités, savoir ce que c'est pour toi et pour Flo, avoir la mentale. Et notamment, là, une bonne mentale pour être performant tout au long de ce tournoi, profiter à fond du tournoi et tous les ingrédients qu'on a pu évoquer sur cet épisode du podcast. Pour toi, ça veut dire quoi, avoir la mentale? La définition de ton choix. Il n'y a que des bonnes réponses. Il y a plein de choses qui me passent dans la tête là, du coup. Avoir la mentale, c'est ça se fait de la mentale avec un grand la. Il est beau celui-là. Il est beau celui-là. Non, mais je le vois comme ça, moi. Avec un... je sais pas comment le dire. Si tu as une image à donner... C'est blanc. Non, j'ai l'image d'un rugbyman, tu vois. L'image d'un rugbyman, la mentale d'aller au combat, en fait. Être capable d'être focus, de mettre son cerveau, son esprit focus sur une chose précise. Et je veux faire ça, je vais faire ça, je vais tout faire pour y arriver. Et il y a des choses qui vont passer, qui vont m'empêcher d'y aller. Il y a des joueurs qui vont m'empêcher d'aller plaquer le mec qui est devant. Mais je vais y aller quoi qu'il en coûte. Je suis tellement dedans que je vais réussir à le plaquer, je vais réussir à... C'est vrai que j'ai cette image de rugbyman. Vraiment de détermination, on pourrait dire un peu vraiment cette fixette qu'on pourrait avoir sur un objectif, une mission à accomplir là-dessus. Et être capable de mettre en place les choses nécessaires pour... Mettre tous les ingrédients pour justement y arriver. C'est un peu, tu vois, dans l'idée qu'on avait sur l'intervention, de dire, ok, toi, en tant que joueur, qu'est-ce que tu veux mettre en place sur ce prochain match? Ok, moi, c'est tenter 3 fois ma chance dans le match. C'est potentiellement remporter 80% de mes duels que je vais avoir, etc., etc. Avoir une mission en tête et donner tout ce que je peux pour atteindre cet objectif. C'est ça. Parfait, très belle définition, Paul. Flo, est-ce que tu te rappelles de la définition que tu as donnée Non, je ne me rappelle plus. Comme ça, parce qu'il y a des tu seras pas, comme ça, tu ne seras pas biaisé par celle-ci. Ouais, là, je vais plus l'apprendre sur l'aspect tournoi, en fait. Ouais. Qu'est-ce que la mentale sur ce tournoi? Comme Paul, je vais insister sur le la, mais pas L-A, L-A, mais avec le petit accent dessus. La subtilité qui ajoute du coup d'être là. Jouer sur les mots, d'être présent, d'être sur le moment présent, pas s'occuper de ce qui s'est passé avant, pas s'occuper de ce qui va se passer après, mais d'être vraiment là, d'être pleinement dans l'instant présent, pleinement avec soi-même, être pleinement avec les coéquipiers, la famille, les coachs, le public,
Mais voilà, sur un tournoi comme ça, c'est vraiment la mentale, c'est être à l'instant T, profiter. Par contre, on est des compétiteurs Bien sûr. et c'est faire le maximum. Si on est là, c'est qu'on le mérite. Donc on rentre pas dans le tournoi pour être 5e de la poule parce qu'on est le petit poussé. Voilà, on prend l'exemple, hein, on en prend 4 contre Marseille, pas de souci. Par contre, on est capable de gagner contre Sochaux, qui pour moi reste une institution sur la formation. Bien sûr. Qui a un vrai passé, c'est vraiment une institution. Top et club. C'est un top club. Everton, franchement, on les a vus arriver, c'est du costaud. Villefranche, qui est un club de la région qui se structure très très bien chez les jeunes. Il faut savoir reconnaître quand le travail est bien fait aussi chez les autres. Il est très bien fait à Villefranche. Donc on y est, on est là et on va montrer que même si on est un petit club au Savoyard, on est capable de rivaliser avec les De autres. faire de belles choses. C'est vraiment d'être là, LA avec l'accent qui est vraiment très important et ça me fait penser à la petite vidéo de Giannis, tu l'as vu, le basketteur Giannis Antetokounmpo. Ouais, Ouais, le nom oui, imprononçable. il parle un peu de ça très rapidement. Il dit tout ce qui est avant, c'est un peu l'ego. J'ai fait ceci ou etc. Tout ce qui est après, pareil, c'est un peu des fiertés, des choses qu'on a envie de faire après. Mais lui, dans chaque match qu'il joue, notamment les playoffs, etc., c'est d'être vraiment connecté sur ce match-là. Et c'est dans ce match-là que tu prouves au fur et à mesure là-dessus. Et c'est cette exigence qui n'est pas évident, qui permet d'être régulier et toujours d'aller chercher plus haut là-dessus. Messieurs, on arrive à la fin du podcast. Merci déjà du temps à accorder là-dessus. Encore du coup, bravo pour UXL. Encore bravo pour la saison. Encore bravo pour cette première journée. Merci du coup du temps, en espérant que ça a plu un peu aux auditeurs du podcast La Mentale. Je suis persuadé que ça leur a plu quand on parle en tout cas d'aspects comme ça très intéressants, de tournois, de petits tips sur l'aspect mental, l'utilisation des smartphones, etc., etc. Ça peut être qu'intéressant là-dessus. Okay. Merci à toi Léo. Avec plaisir. Beaucoup. On dit ciao tout le monde et à la prochaine pour un prochain épisode du podcast La Mentale. Restez connectés. Merci messieurs. Merci à Merci, toi. Léo. Bonne soirée. Allez, Clussionzier. De petit peu, on a la mentale.